Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21e numéro du Bistrot d'Alain LOSC, saison 3, un Bistrot d'Alain LOSC qui revient chaque semaine pour évoquer l'actualité du club entre supporters avec les supporters. Avant de vous présenter les piliers de Bistrot ce soir, je voulais m'excuser. La semaine dernière, on a eu une attitude impardonnable qui nous a été énormément critiquée sur les réseaux sociaux. En direct, nous avons avoué avoir bu pendant toute l'émission de l'eau, du coca et du Schweppes. On ne recommencera pas. Donc cette semaine, je vous donne ce verre à votre santé et j'espère que vous passerez une très bonne soirée. Alors pour justifier cette promesse, il fallait des piliers de bistrot spécialistes du genre. On a réuni l'élite. Alors, tout d'abord, vous le reconnaissez, c'est Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à tous. Le vin, c'est aussi du vin italien. Il est là avec nous, Lorenzo. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir François, bonsoir à tous. Et je parle de spécialiste, on a peut-être le spécialiste en la matière, donc c'est Patrice des Dogs d'honneur. Bonsoir Patrice. Quelle belle présentation. Ah, ton micro. Ton micro est coupé, Patrice. Oui, bonsoir à Ah, tous, pardon. ouais, si tu voulais réagir à cette magnifique présentation, il valait mieux que tu le fasses avec le Non, micro mais ouvert. associer DDH et alcool, je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas compris. Très beau maillot en plus. Hein. Là, il me va bien. Puis grande taille, tu vois. Très, Voilà. très grande taille. Donc, c'est une première info du Bistrot des LOSC qu'il y a des très grandes tailles sur le maillot numéro 4 de cette saison. Donc, n'hésitez pas, il en reste encore quelques-uns. Alors, Là, il y a plus de X que de L derrière sur la tête. oui, ça, c'était plutôt à Nice, le X que le L. Donc, le bistrot commence fort, on n'a pas encore présenté le sommaire, qu'on est déjà complètement déconnecté. Alors, au sommaire, cette semaine, on va revenir sur l'actualité passée du LOSC. Alors, on va commencer par la Coupe de France et le match de Lyon. Encore en retard, le LOSC rate la coupe au bol, c'est-à-dire au penalty. Ensuite, nous reviendrons sur le match de Strasbourg, un après-midi bien tranquille. Et enfin, on analysera finalement le prochain rendez-vous du LOSC, le match contre Paris, un Paris qui a perdu une nouvelle fois contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Ça fait 3 défaites de suite dans 3 compétitions différentes. Est-ce que c'est le bon moment pour rencontrer Paris? On a appelé ça un match capital avec un point d'interrogation. Vous savez que vous pouvez participer à cette émission en nous faisant part de vos commentaires sur la page Facebook du Bistrot d'Aélos, donc en direct, n'hésitez pas, vos commentaires nourrissent notre émission. Vous pouvez également assister à l'émission sur le groupe Allez le LOSC sur Facebook, et vous pouvez revoir nos échanges à partir de demain matin sur notre chaîne YouTube. Voici le sommaire. On va pouvoir commencer par la première partie de cette émission, un retour déjà ancien, ça fait une semaine, sur le match de Coupe de France à Lyon. Encore en retard, les Lillois ratent la coupe au bol. Avant de vous passer la parole, messieurs les piliers, un rapide rappel des statistiques. Je ne vous rappelle pas le score, 2 partout, défaite au penalty. 9 tirs pour Lyon, 11 pour le LOSC, 5 tirs cadrés pour Lyon, 4 pour le LOSC. 62% de possession était lilloise. On a 540 passes lilloises contre 336 à Lyon, 13 fautes à 14, 2 cartons jaunes à 3 et un hors-jeu partout. Et ensuite, 5 corners pour Lyon, 13 pour le LOSC. Comment avez-vous vécu cette rencontre? Est-ce que le titre qu'on a choisi vous paraît correspondre à votre sentiment? Qui veut commencer? Patrice, ça fait longtemps. Ah, allez, Patrice, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Comment tu as vécu ce match contre Lyon? La déception finalement de cette élimination. Alors moi, avant le match, j'étais persuadé que si on passait ce tour-là, c'était pas porte grande ouverte pour la finale, mais c'était quand même une étape, et on le voit après quand on voit les résultats et les tirages qui restent derrière, parce il n'y a aucune confrontation à part Lens qui va à Nantes, mais il n'y a aucune confrontation Ligue 1, Ligue 2. Donc quasiment la porte des demi, elle était ouverte. Après 20 minutes, je me suis dit, oh là là, on va prendre. Et puis finalement, notre jeu, il a continué à s'installer. On est au-dessus, toujours, de Lyon. On était au-dessus en championnat quand on est allé là-bas
au mois de novembre, octobre-novembre, là pareil. Et puis finalement, de toute façon, la coupe, c'est simple. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer obligatoirement la coupe parce qu'il peut y avoir juste une petite épingle, juste un petit truc qui fait que tu passes pas. Et c'est ce qui s'est passé là. Tu te retrouves au penalty et j'ai pas souvenir d'avoir gagné un match au penalty depuis des années. Donc, le dernier dont je me voilà. souvienne, c'est un match contre Valenciennes au stade Pierre-Mauroy, Ouais, en c'est Coupe ça. de la Ligue, il y a Ouais. 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est pas de la. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de déception, parce que comme toujours, ça a bien joué. Quand tu es mené 2-0, que tu reviens à 2-2, que tu perds au penalty, tu as une frustration plus qu'une déception. Voilà. D'accord, toi tu retiens le beau jeu finalement, un peu Ouais, comme cette année. voilà. Alors, C'est pas le débat du moment, mais ça commence à l'être. Ce qu'il faut bien jouer, pas prendre 3 points, etc. Mais ouais, vaut mieux jouer comme ça. voilà. Alors, moi, ce qui m'a un peu choqué, Lorenzo, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est encore une fois ce retard à l'allumage. Ça fait 2-3 matchs d'affilée on met un certain temps pour entrer dans le match, on prend des buts stupides, et des fois, on arrive à rattraper, comme contre Rennes, et des fois, on n'arrive pas, comme contre Lyon. Alors, est-ce que cette course à handicap, elle t'énerve pas un peu, Lorenzo? Ça, on ne peut pas vraiment à chaque fois régaler 20 minutes à l'adversaire. C'est impossible. Au début du match, c'est vraiment. C'est trop parce que, en plus, tu prends cher contre une équipe, avec une équipe comme Lyon. Tu arrives après avec le jeu parce que sur l'animation offensive, on va plus en discuter parce elle est là. Même avec Zerova, ok, il n'y a pas Ounas, tout ça, mais elle est là. Et On donc, ne rouvre pas le débat Zegrova ce soir, mais Lorenzo. non, 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 mais même parce que c'est la semaine de Zerova, il y a rien à dire cette semaine. Mais à part ça, on joue bien, on le sait, mais on ne peut pas donner 20 minutes à l'adversaire comme ça. Et on va sûrement revenir même le match de Strasbourg. C'est vrai que ça a été tranquille, mais les premiers 5-10 minutes, on pouvait prendre un but, comme d'hab. Donc, vraiment, je ne comprends pas je ne comprends pas. Et Fonseca, des fois, il ne s'aide pas trop, je trouve. La semaine dernière, on en a discuté encore. Pour moi, en défense, il y a des matchs où il faut encore l'expérience de Fonté. Et moi, je l'ai critiqué en septembre. Et je suis sûr et certain qu'il n'est plus le Fonté d'il y a 2 ans. Mais sur certains matchs, certains choix, je ne sais pas. Mais la difficulté d'allumage, c'est de toute l'équipe. Et ça, je n'arrive pas vraiment à comprendre c'est quoi. Parce que ce n'est pas physique. Parce qu'après, tu joues 70 minutes fantastiques à Lyon. Et ce n'est pas facile. Et parce qu'après, avec Strasbourg, c'est la même chose. Après 10 minutes, tu commences à jouer, tu peux gagner même 4-5-4-0 et on va en reparler parce que ne marquez pas, ça commence à être un problème. Ok, c'était Strasbourg, mais sinon, si tu ne fermes pas le match, comme on dit nous en Italie, c'est compliqué. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment le fait à chaque fois de faire un cadeau de 15-20 minutes à l'adversaire que je ne comprends pas du tout. Parce qu'après, on prend du plaisir, mais c'était trop tard. Parce que sinon, ce match, on l'aurait gagné facilement, selon moi. Christophe, est-ce que tu es du même avis? Et oui, je partage les deux avis qui ont été évoqués juste à l'instant. Alors, j'ai de la frustration et de la déception, hein, comme on évoquait avec Patrice. Alors, de la frustration parce que forcément, quand tu commences tes 2 derniers matchs à Rennes et à Lyon en étant mené 1-0 très vite et que tu cours après le score et que tu développes après du beau jeu, parfois tu as la réussite de mener finalement après à la fin du score contre Rennes, mais ça peut pas marcher à tous les coups. Et j'ai également une grosse frustration, enfin une grosse déception, c'est que avec la suppression en match de coupe des prolongations et le passage directement au tir au but, finalement, on aide vraiment les petits clubs comme Lyon et d'autres que je ne citerai pas, puisque du coup, cette prolongation, je pense que si on la joue à Lyon, on gagne ce match parce qu'on les a dominés, mais la deuxième mi-temps, elle est 100% ou 95% lilloise. Et la prolongation, je pense vraiment qu'on avait les moyens de les battre. Ils ne sortaient plus de chez eux. Et sans Lopez, de toute façon, également, on le gagne tranquillement ce match en deuxième mi-temps. Donc, frustration, déception, mais voilà, c'est un petit peu à l'image de la saison. On fait le yo-yo et on commence mal en ce moment nos matchs, sauf le dernier en championnat. Mais si on reste sur le match de Lyon, oui, frustration, déception. Oui, alors
J'ai déjà quelques commentaires sur les réseaux sociaux. On a Capedoul qui nous dit, je crois que c'est un message qui s'adresse à toi, Christophe, et à moi. J'ai vu votre vidéo niçoise, vous vous êtes bien amusés. Alors je préviens, le premier des internautes qui nous appelle Jackie et Michel, Christophe et moi, je le fous dehors, hein. C'est comme ça, je suis pas là pour plaisanter. Je n'ai aucun humour, vous le savez bien. On a plus sérieusement Kimson Shiv qui dit des Lyonnais beaucoup plus réalistes que nous. Perso, il y a faute de Lacazette sur Weah, sur le premier but, et le second est un cadeau. Pourtant, on revient, mais on ne tue pas le match. C'est un peu un commentaire qui va dans le sens de ce que vous avez déjà dit. Alors, on a vu l'avis général sur ce match. Comme d'habitude, je vais vous demander, est-ce que vous avez des tops et des tops et des flops à Lille, voire des joueurs qui vous ont marqué à Lyon. Patrice, est-ce que tu veux commencer? À Lille, non, pas... sur ce match-là, pas spécialement. Il y a pas... Je sais pas pourquoi, mais moi, ce match-là m'a pas marqué énormément, à part cette histoire de on va au tir au but. Chevalier, comme mais Chevalier, ça fait quelques matchs, quoi, il faut qu'il soit présent. Il est toujours présent au bon moment, donc je dirais en top Chevalier. J'ai pas de flop, c'est pareil, j'ai pas de flop particulier sur ce match-là. J'ai juste quelque chose, mais je pense que dans votre émission, ça a été dit la semaine dernière, parce que j'ai regardé. C'est l'autre Christophe, je pense qu'il l'a dit, qui détestait Lacazette. Oui. Je confirme, et je trouve. Alors, moi, je l'ai vu 2 fois cette semaine. Hein, je l'ai vu contre nous et contre quelqu'un d'autre. Les 2 fois, il a fait un nul et l'autre, il l'a gagné. Il y a des jours, voilà. Même attitude, même comportement. Je trouve que l'âge, parce qu'il est quand même, voilà, plus il a de mal, plus il devient vicieux et voilà, il est très vicieux sur le terrain et je pense qu'il nous a un peu baladé sur 2-3 actions, notamment au début de match. Il cherche et moi j'avais très peur à un moment sur ce joueur-là, de se dire mais il vient les chercher, il joue au métier uniquement, il joue plus du tout avec ce qu'il était avant ou ce qu'il a pu être, on va dire. Bon, après, ça fonctionne, visiblement, Ah mais en tout clairement. cas, à certaines Malheureusement, fois. je vois pas le foot, c'est pas ma vision du foot, désolé. Lorenzo, est-ce que toi, tu as trouvé des flops lillois, est-ce qu'ils étaient top et des joueurs qui t'ont marqué à Lyon? Dans le top, moi, je mets Zerova et Chevalier. Mais Zerova, je pense qu'il va de mieux en mieux. Chevalier, comme d'hab, il sauve des matchs parce qu'à chaque fois, c'est vraiment le sauveur dans certains moments du match. Et dans les flops, et ça fait la deuxième fois cette semaine. Je sais que les Lillois ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est encore Lenny Euro. Il y a des matchs que tu peux jouer et des matchs que, selon moi, tu ne peux pas jouer. Ce match-là, c'était autre chose. Il fallait mettre Fonté. Moi, je suis sûr et certain que Yoro il aura un grand futur au LOSC. C'est un grand joueur. Il peut jouer au milieu, il peut jouer en défense. Mais pour moi, c'est un peu un mélange entre la fatigue du fait qu'il commence à jouer de matchs et les matchs à pro, c'est pas si facile. Et aussi le fait que ce soit un match de coupe contre Lyon. À Lyon, c'est pas trop facile. À un moment donné, si Fonseca décide de le changer au début du deuxième mi-temps, ça veut dire que, évidemment, il y avait quelque chose que peut-être ne marchait pas trop. Ce n'est pas une critique au joueur, ce n'est pas une critique au futur qu'il va avoir, je suis sûr et certain, parce qu'il l'a déjà montré. Mais il y a des matchs où, selon moi, même si Fonte à son âge et sur la vitesse, il peut aller en difficulté, je trouve qu'à un moment donné, moi, je préfère le voir parce que il sait quand même bouger, il sait quand même comment avoir l'adversaire à côté, le toucher, le bouger un peu, etc. Donc voilà, c'est un peu mon idée, peut-être un peu à l'italienne de la défense. Alors, je crois, si je peux compléter ce que tu viens de dire, que Fonseca a le même avis que toi, parce que s'il l'a sorti à la mi-temps, Voilà. c'est qu'il a vu, c'est pas pour le punir, parce que vu son âge, ce Oh, pas serait du tout, pas idiot du de le tout. punir, c'est normal qu'il fasse des erreurs. C'est Fonte qui disait d'ailleurs, plus on fait d'erreurs, plus on progresse. Alors, pas trop non plus, qu'il progresse pas trop vite, hein, j'espère. Mais en tout cas, il a vu que à ce moment-là du match, il fallait peut-être rajouter un peu de vis derrière pour pouvoir mieux gérer finalement les contre-attaques lyonnaises. Christophe, quels sont les joueurs qui ont marqué ton attention? Moi, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Je trouve que le pauvre Yoro, on l'a chargé sur les 2 derniers matchs. Et quand on regarde les 2 buts, en fait, c'est vrai que ça vient de lui, mais pas forcément aidé. Sur le but avec le ballon
André Gomez, c'est une patate qu'il lui donne. Le contrôle, il est pas bon, mais comment on veut contrôler un ballon aussi pourri que celui-là? Alors c'est dommage parce qu'André Gomez fait un match magnifique, mais celle-là, au bout d'une minute, c'était vraiment pas bien. Et là, c'est pareil, la relance, il est un peu pris. Bon, franchement, on le charge, mais il n'a pas été aidé. Et le fait de ne pas avoir justement quelqu'un de plus expérimenté à côté de lui, c'est peut-être là le souci en fait. Il est peut-être pas bien associé avec Diallo et c'est peut-être pas évident pour lui. Dans un premier temps, il couvre pas mal, enfin voilà, il joue à plein de postes en même temps, il doit être un petit peu perdu. Je pense que le fait de le faire jouer justement avec quelqu'un d'autre que Fonte ne l'aide pas forcément. Après, sur les autres joueurs, sur les tops, déjà le match est un peu loin. Donc, moi, il y a un joueur que j'aime bien. Alors, c'est pas forcément son meilleur match, mais il joue à un poste tellement improbable pour lui. C'est Timo Ea qui donne, qui défonce et qui vraiment fait des gros matchs à chaque fois. Alors, il assure peut-être pas défensivement. On le voit peut-être que sur des matchs comme ça où on a des joueurs un peu vicieux comme Lacazette et d'autres, on va pas citer que lui, on va pas se focaliser, même si c'est pas un joueur qu'on apprécie forcément. Mais voilà, le fait de ne pas avoir un défenseur typiquement poste arrière gauche sur ce genre de match, ça peut vraiment poser problème. Donc il fait le job et au moins on peut lui reconnaître ça. Alors, quelques commentaires des réseaux sociaux. José qui rejoint un peu l'avis de Patrice sur Lacazette, un truqueur, tricheur et gros parleur. Donc, ça résume le caractère. Et Lorenzo, c'est Kimson qui dit « Ok, mais comme on vient de le dire, la passe d'André Gomez pour Euro, comme ça, c'est délicat aussi. » Donc, Pour moi, lui, il est arrivé tellement chargé de responsabilité. Je dis André Gomez, pas de responsabilité, mais on l'avait un peu, entre guillemets, gonflé du match qu'il avait fait à Rennes, que dès la première minute, il voulait déjà faire son jeu, etc. Et il a fait une erreur que, franchement, nous a coûté un but. Donc, voilà. Ouais, mais ça, c'était un discours, comme on l'a dit même la semaine dernière, même sur Euro, peut-être un peu plus large au niveau de sa projection et comment, entre guillemets, l'utiliser. Mais ouais, c'est pas que ses erreurs, parce il a même bien fermé des actions qui peuvent être dangereuses, les Lyonnais. Donc, voilà. Donc, pour résumer et pour clôturer ce chapitre Euro, on va paraphraser les hommes politiques des années 80, responsables mais pas coupables. Alors, pour terminer justement cette partie sur la Coupe de France, je crois que c'est Patrice qui l'a évoqué tout à l'heure en début d'intervention. Je vais retourner un peu le couteau dans la plaie. Je vais vous lire le tirage au sort. Donc, on a Lyon-Grenoble, Derby en plus. Hein. Nantes-Lens, Toulouse-Rodez, Marseille-Annecy. Alors, il y a beaucoup de chocs régionaux, de derby. Alors, heureusement qu'on ne s'est pas qualifié, ou malheureusement, on serait tombé contre Lens, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme le disait Patrice, il n'y a pas de gros choc, à part Nantes-Lens, qui n'est pas un choc énorme, mais on a finalement un tirage facile pour les clubs de Ligue 1, en tout cas un tirage abordable, ce qui laisse effectivement beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu espérer aller un peu plus loin dans cette Coupe de France, et malheureusement, ça se termine. Donc, cap sur le championnat. Bon, juste quand même pour dire une chose, c'est que la Coupe de France, c'est bien d'y aller. Sauf que il faut à maintenant, hein, parce qu'avant c'était plus justement le cas, c'est que maintenant il faut la gagner pour être européen. C'est-à-dire qu'avant, si tu la perdais, même la finale, le finaliste était automatiquement rebasculé en Europe. Aujourd'hui, tu ne l'es pas. Donc finalement, de perdre à Lyon à 3 matchs de la fin, qui seraient peut-être des matchs pour 0, et on verra après sur les autres équipes qui sont aujourd'hui qualifiées comment ils finiront dans le championnat. À part Marseille qui a quand même un effectif voilà, assez royal pour faire les deux. Voilà, il faut savoir une chose, quoi, la Coupe de France, la finale, tu y vas, tu perds, t'es pas européen, même si celui est en Ligue. Tu perds contre Marseille, t'es pas européen, quoi, par exemple, si Marseille part en Ligue des Champions. Et ça, je pense que ça change beaucoup la donne sur la Coupe de France aujourd'hui. Alors, on aura l'occasion de tester justement l'effet d'usure de la Coupe de France prochainement au championnat, parce que sauf erreur de ma part, Lille se déplace à Bollaert quelques jours après Oui, puisque ça fait débat. Le quart de finale contre Nantes. Et on verra si les Nantais nous aideront involontairement finalement à avoir un bon résultat au stade Bollaert, ou aideront les Lensois à avoir une bonne excuse en cas de défaite lors du prochain derby. Ouais, il faut une vidéo. Oui, Jean-Michel, pas de bol. Lorenzo, Christophe, vous voulez rajouter quelque chose sur cette aventure en Coupe de France qui se termine? C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que je suis d'accord avec Patrice. Peut-être que tu n'arrives pas à la gagner,
mais jouer quand même la finale. Moi, j'étais présent à la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG, j'étais au Stade de France. Aller regarder une finale, c'est quand même quelque chose. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand on parle du côté sportif, Oh non, bien sûr. on ne parle pas du reste, hein, évidemment. Moi, je signe tout de suite pour retourner au Stade de France le plus vite possible. Voilà, c'est vrai que la victoire en finale en Coupe de France contre Paris, d'ailleurs c'était aussi Paris, on aime bien Paris en finale de Coupe, ça reste à mon niveau un de mes meilleurs souvenirs du LOSC, encore plus que la victoire, que le titre la même année. J'ai plus vécu le but d'Aubragnac que la célébration du titre après le match c'était Auxerre ou non, c'est pas au Parc des Princes où on est officiellement champion? Oui, pardon, match nul au Parc et on est champion. C'est ça. Donc voilà, donc moi j'avais plus vécu cette victoire en beaucoup plus d'émotion, en tout cas cette victoire en Coupe de France. Et c'est vrai que c'est une compétition que j'aime bien à titre personnel et c'est dommage en tout cas de la quitter comme ça. C'est dommage en tout cas de la quitter au penalty. Alors je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Il est 20h53. Donc on va revenir vers la Ligue 1, vers le dernier match, donc au Stade Pierre-Mauroy. Le match contre Strasbourg, donc une victoire 2-0 du LOSC, à un après-midi bien tranquille, c'est comme ça qu'on a appelé cette partie de l'émission. Un match parfaitement géré par le LOSC, parfaitement, en tout cas, on entendra vos avis qui sont peut-être un peu discordants. Avant de vous passer la parole, les statistiques, hein, le traditionnel statistique. Alors, une domination très, très nette de Lille contre un Strasbourg assez faible. 14 tirs lillois contre 5 strasbourgeois. 10 tirs cadrés contre 0 tir cadré des strasbourgeois. Il y a eu un ou deux tirs cadrés, mais ils ont été neutralisés parce que le joueur était en position de hors-jeu. 67% de possession, mais ça, c'est pas une stat inhabituelle pour le LOSC cette année. 738 passes pendant le match contre 351 passes pour Strasbourg. Plus du double, c'est quand même exceptionnel. 13 fautes contre 13, un carton jaune à 2. Un hors-jeu contre 4 pour Strasbourg. Je fais référence aux occasions de but qui ont été annihilées par ces positions de hors-jeu. Et 5 corners à 4. Alors, comment vous avez trouvé ce match? Est-ce que c'était une promenade du dimanche après-midi bien tranquille ou est-ce que c'est pas forcément si simple que ça? Je vais commencer par Christophe pour une fois. Pour une fois que je donne un score la semaine d'avant, on n'y revient pas, mais il me semble, donné 2-0 pour Lille. J'étais pas trop inquiet pour ce match. Moi, par contre, il y a un truc qui m'a étonné un petit peu. Ce sont les commentaires d'après-match de notre coach, parce que voilà, il s'est pas passé grand-chose à part nos 2 buts et la première mi-temps. Mais notre coach a annoncé quand même qu'il voulait faire un forcing tout de suite et rentrer dans le match très vite, faire la différence tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi contre Strasbourg et pas d'habitude. Pourquoi on le fait sur le match de Strasbourg et on le fait pas sur, par exemple, les 2 derniers matchs où on est mené 1-0 au bout de 2 minutes. Là, j'adore notre coach, mais là, il faudra m'expliquer parce que, voilà, est-ce que c'était juste un one-shot ou on fait quoi le prochain match? On attend aussi un quart d'heure avant de se mettre à jouer? On attend d'être mené? Donc, voilà, là, vraiment, j'ai pas compris. Après, pour le reste, effectivement, match du dimanche après-midi, sympa, il faisait à peu près beau, hein. On a marqué très vite, on n'a pas été en danger, il ne s'est pas passé grand-chose, on s'est même un peu emmerdé en deuxième mi-temps. Heureusement qu'il y a eu une petite bagarre à la fin, ça nous a mis un petit peu d'ambiance là sur le terrain avec les Strasbourgeois. Mais sinon, on va y revenir après sur cette bagarre qui illustrait d'ailleurs l'annonce de l'émission et notamment le titre Un après-midi bien tranquille. Je trouvais ça drôle de mettre les images de la bagarre. Voilà, après, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Et puis, sinon, au niveau des joueurs lillois, la confirmation de ceux qui sont plutôt en forme. Et puis, le petit retour sympa de José Fonde qui était plutôt pas mal, même s'il n'y a pas eu trop de mise en danger, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorenzo, est-ce que tu partages cette analyse? Comment tu l'as vécu, toi, ce match? Première chose, je remercie le LOSC parce que vu la première mi-temps, j'étais beaucoup plus tranquille. Donc, j'ai regardé le match à la télé. Mais j'ai changé, je l'ai mis sur la tablette parce que ça commençait quand même le 6 Nations et le drapeau ne ment pas, je voulais regarder l'Italie aussi. Mais en tout cas, je trouve que même avec Strasbourg, on a fait un bon match, sûr et certain, pour moi, on pouvait marquer 3, 4 ou 5 buts et ça m'énerve un peu parce que je trouve à chaque fois c'est un peu cette manque entre guillemets d'envie ou de forme d'aller chercher le 4e, le 5e, le 6e ou que ce soit. Et on commence avec les premiers 4-5 minutes où il y a eu, je pense, pas une véritable action, mais quelque chose pour Strasbourg, entre guillemets.
Mais à part ça, il y a des choses qui sont désormais claires et nettes. C'est l'animation offensive, je l'ai déjà dit. Mais j'arrive à dire aussi, peut-être abusé, pour quelqu'un ça va être abusé, mais j'arrive à dire que Zerova, pour l'instant, il ne fait pas trop sentir le manque de Adam Ounas, parce que franchement, les derniers 2-3 matchs, il y a une qualité différente. C'est pas la même chose, c'est pas le même joueur, on est sûr et certain. Mais je continue à voir que c'est l'unique, des fois, à avoir cette envie-là à chaque fois de créer quelque chose, de différent. Il fait ses erreurs, il fait ses passes, des fois, il ne choisit pas quand il faut frapper, il passe, quand il faut passer, il frappe, toutes des choses un peu bizarres comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a de l'envie. Et à part ça, c'est vraiment toute l'animation et le côté offensif du LOSC que désormais, je pense, il y a plus ou moins des mouvements et des passes enregistrées, entre guillemets, et mémorisées. Donc ça, c'est bien, je trouve que c'est bien. Et on l'a senti contre une équipe qui est vraiment en difficulté comme Strasbourg, mais on a vraiment senti, tu vois, tu disais, OK, le LOSC joue à autre chose par rapport à Strasbourg. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que l'année dernière, on venait des 0-0 contre des équipes comme Metz, Bordeaux et Saint-Etienne qui ne jouaient pas trop, mais on arrivait, nous, on arrivait à rien montrer. Donc ça, c'est bien. Mais j'aurais voulu un résultat un peu, je sais, c'est méchant, mais un 4-0, un 5-0, quelque chose comme ça, parce qu'on pouvait le faire. Alors, Patrice, je t'ai vu dodeliner de la tête quand on évoquait Zegrova. Tu as peut-être envie de réagir, même si on n'est pas encore dans le top et le flop. Il prend la place de Baptiste, de M. Bigada. Et ça, c'est Voilà. bien parce qu'il faut quelqu'un à chaque fois, sinon. Et Non, comment non, tu, mais- comment tu l'as vécu, ce match? Alors, sur Ah ouais, alors tranquille, hein, tranquille. Alors, je rejoins. Alors, déjà sur Christophe, voilà, je pense que les 2 derniers matchs, ça a servi d'enseignement. Donc, j'ose croire, moi, que Fonseca s'est dit, on va leur rentrer dedans en début de match, parce que justement, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est les 20 premières minutes à Lyon, les 20 premières minutes à Rennes, on n'était pas dedans. Je me dis que c'est peut-être un coach que finalement a l'intelligence de se dire, bah, si c'est bon, on arrête. Et moi, je reste là-dessus. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Après, alors, c'est pas sur Zegrova que je On est rigole. d'accord, hein, on est d'accord. Je pense que c'est ça, effectivement. J'espère. J'ose le croire. On verra. On va le voir très dans ce dimanche. Ça va être plus compliqué. On en parlera après. d'ailleurs, si je peux me permettre justement de réagir là-dessus, comment dire, Fonseca avait promis une journée de congé supplémentaire s'il marquait dans les 20 premières minutes. Et il y a eu une négociation parce qu'apparemment, ils ont marqué à la 23e. Donc, mais finalement, José Fonte a tout arrangé. Vas-y, Patrice. Et alors, je rigolais pas sur Zegrova. Je me permettrai pas. Non, je rigolais sur Ounas, entre la différence entre Ounas et Zegrova. Je pense qu'elle est même pas discutable. Alors effectivement, Ounas n'était pas bien juste avant sa blessure. Et je pense aussi que s'il s'est blessé, ça vient peut-être aussi quelque part. On parle. Alors souvent, il y a un exemple là-dedans dans le foot. Et à ce moment, c'est que nous qu'on connaît bien, c'est Renato Sanchez. Je pense que quand on parle de psychologie et de blessure, c'est assez comme ça. Et Ounas n'était pas bien. Juste au retour de la Coupe du Monde, souvenez-vous, il sortait de blessure en plus. Il a pas refait la préparation entre les deux, mais le niveau, quand Ounas, souvenez-vous, était au mieux en début de saison, il n'y a pas photo entre les deux. Et je pense que Zegrova, il doit y avoir aussi un challenge pour des vacances pour Zegrova, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de tirer au but et ne jouer que du droit. C'est une bonne idée pour le faire monter Je en pense. puissance. Alors, il y a. Non, mais sur ça, je suis d'accord, hein. Je disais sur la qualité, c'est autre chose, même sur le style du joueur. Mais c'est juste que quand on a vu la blessure d'Ounas, on a dit, oh putain, là, on va avoir des problèmes. C'est vrai qu'on n'y pense pas maintenant. On ne parle pas du fait qu'il y a une émergence parce que, par exemple, il n'y a pas des mecs comme Ounas. On a d'autres problèmes, mais ce n'est pas celui-là. Donc, au minimum, on ne le voit pas comme Ah un oui, ça problème. comble, ça comble. Alors, il y a Capenoul sur les réseaux sociaux qui fait une remarque que je partage complètement et qu'on n'a pas évoquée finalement dans ce premier tour de table. Donc, je vous pose la question, messieurs les piliers. Et il nous dit, est-ce que je suis le seul à être déçu de la manière? Je développe un peu. Est-ce que finalement, la deuxième mi-temps où on n'enfonce pas le clou, est-ce que vous pensez que le LOSC a voulu gérer cette deuxième mi-temps ou si simplement aussi le fait que Strasbourg était vraiment très faible, il ne cherchait pas à remonter au score et donc on n'a pas eu des opportunités en compte. Comment vous expliquez finalement cette gestion du match de la deuxième mi-temps qui était un peu décevante au niveau du spectacle? Qui veut commencer? Patrice? Ouais, moi, je pense qu'il y a une notion de gestion. Alors, même si à Lyon, on ne va pas aux prolongations, il ne faut pas oublier qu'on avait joué le mercredi et que le match, il était quand même intense. Parce que pour avoir remonté les 2 buts à Lyon, physiquement, psychologiquement, je pense qu'ils ont vraiment mis.
Et on va pas. Et je pense que derrière, ils ont effectivement géré. Tu mènes 2-0. Il faisait pas chaud, mais il faisait pas mauvais. En face, c'est un néant total. Il faut quand même se l'avouer. Moi, j'ai découvert après le match que Morgan Sanson était sur le terrain quand même. Et pourtant, c'était pas un des plus mauvais. Non, d'accord, mais j'avais même pas capté qu'il était là, quoi. Donc voilà. T'avais pas l'image. Hein? T'avais pas l'image, c'est pour ça. Ah ouais, mais ça doit être ça, hein, parce que oui. tu l'as, mais tu le vois C'est parce pas. qu'il avait coupé ses cheveux. Ah, ça doit être ça. Mais sincèrement, quoi, c'est catastrophisme. Et je pense, alors, n'oublions pas qu'on a joué le mercredi contre Lyon sur ce match de Coupe de France. Et on va pas leur reprocher non plus, quand tu mènes 2-0, de te préserver pour la suite, parce qu'il y a des gros matchs et il y a la grosse période qui va arriver derrière. Moi, je ne reproche pas du tout ça. Puis si je peux me permettre, François, c'est quand tu veux faire sortir une équipe comme on a l'habitude de le faire en partant de derrière, il faut que l'équipe vienne au pressing comme on aime ça. Et à partir du moment où l'équipe ne vient pas nous chercher, eh ben c'est compliqué. Donc on a du mal à développer le jeu qu'on met en place depuis un an, en tout cas que Fonseca met en place depuis un an. Donc à partir de là, c'était pas simple pour développer notre schéma de jeu. Donc c'est aussi peut-être une des réponses. Lorenzo, tu veux compléter? Et je suis d'accord sur le fait que, entre guillemets, la manière. Moi, je pense que c'est pas vraiment quelque chose de, entre guillemets, physique ou mental de dire, OK, on gère le match. C'est le risque qu'on a beaucoup de fois avec ce type de joueur-là, dans le sens, ce joueur avec de la qualité. On en parlait avec l'autre Christophe, je pense, il y a 2 semaines, où c'était après le 0-0 avec Clermont, un truc comme ça. C'est qu'il y a des moments où, pour le style de nos joueurs, il n'y a pas vraiment cette envie, comme j'ai dit avant, d'aller tuer le match ou aller tuer l'adversaire. C'est beau, on se passe le ballon, c'est bien, on joue bien, on est très beau à voir, etc. Parce qu'il y avait là, souvent, j'abuse pas trop avec l'adversaire, entre guillemets, mais là, il y avait vraiment, selon moi, ça sentait vraiment trop la différence. Donc, il y avait vraiment moyen, même pas vraiment 100% de marquer minimum 2 autres buts. Donc, je pense que c'est un peu le risque qu'on a avec certains joueurs, avec leur style de jeu, de un peu gérer, entre guillemets, le match en se regardant un peu trop au miroir, comme on dirait nous, et voilà, et à développer le jeu, mais pas trop pour aller marquer, entre guillemets. Mais ouais, on était 2-0 et on n'a pas risqué en deuxième mi-temps, donc ça va, c'est pas vraiment la manière le problème. C'est juste que si tu prends un but, ça peut être vraiment au hasard. Après 2-1, je ne sais pas, peut-être les dernières 10 minutes, tu as même peur de prendre le deuxième. Alors, on va passer au passage sur les tops et flops, hein, donc de ce match. Alors vous pouvez réagir, hein, sur les réseaux sociaux, nous faire part de vos tops et de vos flops. Ça commence déjà. On a un petit débat sur Zegrova qui commence, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Christophe, est-ce que tu veux commencer par nous donner tes tops et flops? Alors des flops, je vais avoir du mal quand même à en donner à Lille. Sincèrement, je vais pas vous en mettre parce que non, j'ai trouvé ça plutôt cohérent. J'en connais d'autres qui ont eu du mal à trouver des flops à Lille cette semaine, hein. Oui, cette semaine, mais depuis pas mal de temps d'ailleurs, hein. Donc dans certaines émissions du lundi soir, il y en a beaucoup qui se mouillent pas trop sur les flops. Donc non, les flops, j'en ai pas. Par contre, oui, au niveau des tops, il y a un joueur que j'aimerais bien mettre un petit peu en avant parce que on l'accuse pas mal de faire la cagole de temps en temps sur le terrain dans cette émission. Et là, il a pas fait la cagole, c'est Cabella. Et je voudrais surtout mettre en avant le contrôle qu'il fait sur le deuxième but. Franchement, l'action, elle est juste magnifique. Il a été efficace, il a été beau à voir jouer. On va voir des matchs de foot à Pierre-Mauroy pour voir ce genre de choses. Le contrôle, il est juste magnifique. Donc voilà, merci Cabella. La passe de Chevalier est exceptionnelle aussi. Aussi, oui. Et puis il en a fait d'autres, hein. On s'est même fait la remarque dans la tribune en disant qu'il avait fait une relance à la main à la Mike Maignan. Je sais pas si tu te souviens. Tout à fait. Enfin voilà, donc voilà, match sérieux de notre équipe. Donc merci Cabella pour le contrôle. Après, Joe David, je trouve qu'il fait peut-être un de ses meilleurs matchs depuis pas mal de temps. Donc j'ai bien aimé. Et j'en avais noté un dernier que j'ai perdu, mais bon, c'est pas grave, je ne le retrouve pas. Enfin, c'est déjà bien, hein. Et à Strasbourg, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué? Oui, le gardien, forcément. Et le gardien, heureusement qu'ils l'ont, parce que sinon, la première mi-temps, je pense que ils la reprennent, ils reprennent au vestiaire avec au moins 3 buts de plus. La deuxième, il est pas mauvais non plus. Il est à la limite de la crise de nerfs, ce garçon. Il est franchement pas aidé, donc
Voilà. Et par Bon. contre, j'ai un petit top pour cette équipe de Strasbourg, c'est la direction du club. Alors, je pense qu'il y a des gros problèmes financiers parce qu'ils ont quand même, en une période un peu compliquée pour eux, laissé partir pas mal de joueurs un peu essentiels. Et ils ont également nommé un nouvel entraîneur après la défaite à Lille. Antonetti, je trouve que c'est pas un très très bon signe pour le championnat d'aller rechercher Antonetti. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que d'aller chercher un entraîneur de ce type. Alors effectivement, il va peut-être y amener un esprit de combat, mais est-ce que c'est uniquement le combat qu'ils vont s'en sortir? J'en suis pas sûr. Quand on voit que déjà ils se battent sur le terrain, ils n'avaient pas besoin forcément d'Antonetti. Oui, on verra, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, souvent on recherche un meneur d'hommes Nous, en tant qui... que Lillois, on a des bons souvenirs d'Antonetti quand même. Il nous a Oui, mené puis en Europa League cette année-là. Incroyable. Moi, je ne pouvais pas y croire, franchement. On était 15e, je pense, 16e. Un truc de fou. Oui, puis c'est dommage que la nomination de Fred Antonetti n'ait pas eu lieu une semaine avant. On aurait eu peut-être l'occasion de voir le match retour entre lui et Sylvain Armand sur le banc de touche. Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Mais... Patrice, est-ce que tu as des tops et flops à nous faire part, hein? Ouais, moi, j'ai un top, c'est Jonathan David. J'ai l'impression, et c'est Fonte, je crois, qu'il l'a dit après, quand David va, tout va. Et comme par hasard, ce que disait Christophe, il a fait un de ses meilleurs matchs depuis quelques temps. Et bah, il met 2 buts. Le match, il est plutôt serein. Tout se passe bien, tout s'enchaîne. C'est un attaquant. Alors, pas de classe mondiale encore aujourd'hui, mais on doit en pas être très loin. Et on en a rarement vu quand même à Pierre Mauroy de ce niveau-là, à part peut-être Osimhen depuis quelques années. Non, Jonathan David, c'est vraiment, voilà, il est toujours là. Quand il est là, il faut qu'il soit. Et s'il arrive maintenant, c'est le bon moment. Et voilà, je pense qu'on va en avoir vraiment besoin dans la période qui arrive derrière. Et Sur les, sur les flops? Moi, sur les flops, c'est un peu comme Christophe, j'en ai pas spécialement. L'équipe, elle est hyper. Je trouve que Fonseca a réussi à faire une chose aujourd'hui qu'on n'avait pas obligatoirement au début de saison, c'est qu'il est en train de faire une équipe hyper homogène. Et il y a une vraie solidarité dans cette équipe-là. C'est-à-dire que l'erreur de l'un est souvent rattrapée par l'autre, etc. Donc, non, il n'y a pas de flop. Il n'y a personne qui on se dit, waouh, il ne faudrait pas qu'il soit sur le terrain. Même des fois, si Angel Gomez rame un peu, entre guillemets, mais je pense que c'est plus un problème dû à son physique, à lui, qui fait que dans certains duels, il est un peu difficile, quoi. Mais autrement, non, vraiment pas de flop particulier. Et si je peux me permettre, Patrice, quand tu vois un petit peu le joueur qu'il avait en face de lui ce week-end, alors je crois que c'était Sissoko qui doit faire à peu près 70 cm de plus que lui et 70 kg de plus, et ils jouent au même poste, ces deux garçons. C'est quand même, le football est quand même incroyable, quoi. Le même poste pour ces deux joueurs avec des physiques tellement atypiques tous les deux. Complètement. Il fait double de sa taille. Il faisait quasi double de sa taille, pardon. N'exagérons pas non plus. Et sur Strasbourg, j'ai dit tout le bien que j'en pensais. Et effectivement, le fait de faire venir, faut arrêter dans le football français de faire du neuf avec du vieux quand on parle d'Antonetti. Je pense qu'il y a des clubs qui ont compris qu'il fallait aller faire du nouveau, justement. Moi, je pense à Lorient, notamment, qui a fait venir Le Brise, Reims, qui a fait venir, je ne sais plus son nom, mais est-ce qu'il a un nom imprononçable, Will Steele, c'est Steele. Voilà, et là, quand j'entends qu'Antonetti revient, mais si Antonetti virait, est-ce qu'ils vont prendre Furlan, etc. quoi. Il y a un moment, non mais arrêtez, quand vous êtes quasi relégués, là ils sont relégués ce soir, parce qu'ils sont dans les 4, arrêtez de faire du neuf avec du vieux, et rénover comme ceux qui rénovent, parce que ceux qui rénovent, ça leur marche ça fonctionne très très bien, et on le voit hier à Lille, hein, parce qu'on a un entraîneur que personne connaissait, entre guillemets, et il y a un jeu agréable et qui se permet des choses. Et les clubs qu'on cite, Reims, Lorient, etc., c'est exactement la même chose. C'est des entraîneurs qui ne sont pas à l'ancienne, entre guillemets, qui sont en train de se renouveler. Et le jeu de ces équipes-là est plutôt agréable. Donc voilà. Et puis il y a même Francaise, hein, mais on peut le citer. C'est exactement dans la même typologie d'entraîneur. Voilà. Lorenzo, est-ce que tu veux conclure ce tour des top et flop? Est-ce que tu as des... Je suis d'accord sur David. Là, on est à 14 buts. Je l'attends à chaque fois aux 15 buts, plus ou moins, parce que c'est le moment de la saison où, par exemple, l'année dernière, il avait un peu disparu. Mais je pense que cette année, je le vois vraiment, je le vois bien. Je pense qu'il va même arriver à 20 buts tranquillement. Et j'espère, parce qu'il n'en reste plus que 6. Ah non, ça serait pas mal. Ça voudrait dire qu'on est encore en train de lutter pour quelque chose d'important, selon moi. S'il arrive à 20 buts, ça veut dire qu'on est là, qu'on tient la route, en fait.
Après, je mettrais Diakité dans les tops. C'est vrai que le match, c'était plus facile par rapport à l'autre fois. Et je l'ai vu un peu plus offensif. C'est vrai, ce n'est pas vraiment son style et son profil de joueur, mais quand même, il a montré quelque chose, il a essayé quelque chose. Dans les flops, je mettrais un joueur que des fois, il t'énerve un peu parce qu'il rate à chaque fois la passe, la touche juste qu'il devait faire avec le ballon, la passe, tout ça, etc. Que c'est Jonathan Bamba. Il y a des fois où tu dis, mais putain, il fallait faire autre chose. On le connaît comme joueur, on l'aime, il nous a quand même amené des choses très importantes. Mais à chaque fois, il lui manque ce petit truc en plus que peut-être il lui aurait donné même une carrière différente, je dirais. Et voilà, je le mets dans le flop, mais il a fait un bon match quand même. C'est juste l'unique joueur que des fois je disais, mais non, putain, il fallait faire ça ou ça. Mais bon, c'est l'unique, entre guillemets, parce que sinon, on a fait un match complet. Tim Weah a joué à nouveau comme arrière-gauche, donc franchement, il faut l'apprécier parce que c'était un mec quand même qui a été cherché par des gros clubs. En janvier, il pouvait partir. Au final, il est resté. Et il est en train de montrer qu'il est quand même très, très, très attaché au club et qu'il va tout donner jusqu'à la fin. Donc, même pas dans son poste. Donc, ça, c'est bien. Alors, Lorenzo, je viens d'avoir un SMS de Fernando D'Amico qui me dit, mais c'est qui le monsieur qui critique Joe Bamba? C'est inacceptable. Alors moi, je confirme parce que je l'ai eu sur un plateau de télé il y a en fin d'année dernière. On était ensemble. Tu étais avec moi, effectivement. Et non, on ne touche pas à Bamba. Pour Fernando, tu ne touches pas à Bamba. Voilà, Fernando, je sais qu'il nous écoute de temps en temps. On va lui interdire de Le parler mec, de Bamba. c'était bon prochaine anniversaire émission. sur ma page. Je l'ai fait en italien, il m'a liké. Donc, j'espère juste de l'avoir pas trop énervé, Fernando. Non, mais au niveau de l'attitude, c'est un joueur qui est toujours là, rien à dire, même en Ligue des Champions. C'est juste que des fois, le truc en plus que tu vois, par exemple, sur un joueur comme Cabella ou Ounas, des joueurs comme ça, ce truc en plus qu'il va allumer un match, des fois, tu ne le vois pas parce qu'il fait des erreurs des fois un peu bizarres. Mais c'est juste ça, en fait. Il revient de blessure aussi. Ouais. Alors, juste un truc sur Bamba, c'est quand même impressionnant parce qu'on critique depuis des années quand même. Les entraîneurs passent et Bamba est toujours titulaire. Donc, il doit y avoir quelque part une qualité que, nous, on n'a pas, on décèle pas obligatoirement, mais il est titulaire tout le temps, quel que soit l'entraîneur, quel que soit le système de jeu. Bamba, s'il n'est pas blessé, il est là. C'est exactement ce que disait d'ailleurs Fernando lors de l'émission. C'était son analyse. Alors, on en profite pour embrasser Fernando et puis on embrasse aussi Bamba. Ça leur fera plaisir. Alors, beaucoup de commentaires sur les réseaux avec des avis. Alors, d'abord, des avis sur le gardien de Strasbourg. Contre Strasbourg, on aurait dû en mettre 4. Patrice, oui, ils ont un super gardien. Sans lui, on aurait marqué plus. José, toujours présence gardien. Ensuite arrive le débat Zegrova. Patrice, nos dernières victoires, Zegrova y est pour beaucoup. Edon a compris qu'il n'est pas tout seul, il s'améliore à chaque match. Patrice qui aimerait bien comparer les statistiques d'action décisive par minute jouée entre Zegrova et Ounas. Pas du tout certain qu'elle soit à l'avantage d'Ounas. On n'a pas Baptiste avec nous ce soir, donc on ne le saura pas. On lui confiera la mission. Top le contrôle de Cabella, comme on disait tout à l'heure, le super contrôle de Cabella pour José. Fabrice, Cabella est un très bon milieu et distributeur. José, flop, encore le manque de finition de Bamba. Donc, finalement, tout le monde va dans le même sens. Top, Cabella, Zegrova, David. Content de revoir aussi notre latéral blondinet revenir d'une longue blessure. On en aura besoin. Donc, Patrice mentionne le retour de Gudmundsen qui était revenu après un long exode à l'infirmerie du LOS. Donc c'est vrai que bon, on ne peut pas juger son match, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, il nous sera précieux, notamment à un poste où on n'a plus que Timothy Weah depuis la longue blessure d'Ismaili. Donc on lui souhaite en tout cas un bon retour et un bon rétablissement. Cette année, pour José, pas d'aller-retour vers le continent américain pour David, donc il n'y a pas de qualification pour la Coupe du Monde. Et on voit Patrice qui termine en disant « Il y a des joueurs, on voit qu'ils manquent lorsqu'ils ne sont pas là. Regardez nos matchs perdus quand Bamba était blessé. Là, il revient de blessure et il n'est pas à 100% encore. » Donc voilà, pour l'instant, tout le monde est d'accord, tout le monde va dans le même sens.
et ça nous permet de conclure sur ce match de Strasbourg. Alors moi, je donnerais simplement en flop à Strasbourg Liénard et Candil qui sont battus sur le terrain, à la surprise de tout le monde d'ailleurs en fin de match. Ils ont été d'ailleurs séparés par Thiago Diallo, ce qui est quand même un paradoxe, Thiago Diallo étant souvent dans ce genre d'histoire quand il s'agit des duels lillois-lossistes. Donc, mais en tout cas, ça démontre bien que la position de premier relégable de Strasbourg les rend extrêmement nerveux et finalement va leur faire connaître une fin de saison qui va être assez éprouvante. Et ils n'ont pas pris de carton, mais il y avait le risque de prendre un carton parce que selon le règlement, même si tu tapes avec quelqu'un de ta même équipe, bah, tu risques d'avoir un carton jaune ou rouge, ça dépend de la gravité en fait. Donc, ils n'ont pas pris de carton, je regardais là, mais c'était risqué quand même. Bizarre à dire, mais c'était. Chez nous, ils avaient pris rouge. Oui, Quand tout à ils se fait. sont battus sur un match amical en Belgique. C'était un match amical en Belgique. Les deux avaient pris rouge. Et là, je ne sais pas, ils peuvent encore être punis si l'arbitre a mentionné la bagarre dans son rapport. Maintenant, j'ai trouvé l'arbitre plutôt intéressant dans la gestion de son match, dans la gestion de ses cartons. Et je pense que si il a un peu de psychologie, en tout cas, moi, à sa place, je ne mentionne pas l'incident. Ça s'est géré tout seul et il n'y a pas eu d'impact sur le jeu. Donc, les joueurs se sont excusés, notamment Liénard, il s'est excusé dans les vestiaires. L'incident est clos. Pour moi, c'est tout. On arrête là et on laissera Fred Antonetti gérer ça dans l'intimité du vestiaire pour le prochain match. C'était pas Diallo et Sanchez? C'était pas Xeka? C'était pas Sanchez. Xeka, Diallo, peut-être. il y a Xeka. Je pense qu'il y a Diallo, c'est sûr. Diallo et Je pense que Xeka, Xeka, me ouais. semble-t-il. Xeka. Diallo et Xeka. Alors, sur ces souvenirs très peu glorieux de l'histoire du LOSC, de l'histoire européenne du LOSC, un match contre les Belges, je vous propose de partir vers la troisième partie de cette émission, un retour sur le match contre Paris. J'ai appelé ça Paris un match capital. Nous sommes revenus à la 5e place, donc premier européen, première place européenne dans le classement, même s'il s'agit de la toute petite Coupe d'Europe. Pour poursuivre cette remontée, je ne parle pas encore de remontada, on parlera de remontada si on lutte pour le titre. Il convient maintenant de ne gaspiller aucun point, ça passe par un résultat à Paris. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est le bon moment de rencontrer Paris? Qui veut commencer? Lorenzo. Pour moi, ce n'est pas le bon moment en fait. Après le résultat d'hier, vu que le match retour contre Bayern, c'est en mars, c'est vrai que c'est une équipe en difficulté. Et en plus, j'ai vu un schéma par Galtier hier. C'était vraiment, j'avais l'impression que c'était le LOSC parce qu'il a joué 4-4-2, plus ou moins, c'était la tactique qu'il utilisait. Et bon, l'année du titre aussi. Et, sauf que c'était le PSG, sauf qu'en face, tu avais le Bayern qui a fait le match, en gros. Mais je ne sais pas, vu qu'ils les ont déjà tués parce qu'ils ont perdu ce match-là et parce que peut-être ils vont sortir encore à nouveau pour la 5e fois cette année en 8e de finale de Ligue des Champions, j'ai peur quand même qu'il y aura quelque chose dans ce match-là du dimanche à 13h, comme pour dire, voilà, on va montrer quand même qu'on est le PSG, vu que les derniers 3-4 matchs, ils ont été vraiment un désastre. Donc, je ne sais pas, j'aurais préféré peut-être prendre le PSG juste vraiment 2-3 jours ou la semaine avant le match retour. Ça, oui. Là, par contre, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, je rappelle qu'il y a non seulement la défaite contre le Bayern de Munich, mais Paris sort de 3 défaites d'affilée. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis l'arrivée des Qataris. 3 défaites d'affilée dans 3 compétitions différentes. Une défaite en coupe contre Marseille, une défaite en championnat contre Monaco et une défaite en Coupe d'Europe contre le Bayern. Alors, Patrice, je te vois là aussi grimacer. Est-ce que pour toi, c'est bon pour Lille de tomber sur un PSG qui est un peu la tête ailleurs, un peu en difficulté, ou au contraire, on risque de les réveiller, de les faire ressusciter et de subir le contre-coup, un peu comme on a connu au match aller? Alors, au match aller, c'est dans une situation complètement différente. C'est qu'ils étaient dans une forme extraordinaire, notamment les 3. Alors, il y en a un qui est toujours dans une forme extraordinaire. On l'a encore vu hier soir quand il est rentré, ça a changé la physionomie du match.
Les deux autres étaient dans une forme, on savait pourquoi ils étaient là et pourquoi ils étaient prêts. Ils n'étaient pas prêts du tout pour ni la Ligue des Champions, ni le championnat, ni quoi que ce soit. On les a pris. Par contre, en août, on les a pris au mauvais moment cette année. Ça, c'est évident, évident. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si c'est le bon moment ou le mauvais moment parce que cette équipe, je ne parle pas du LOSC, je parle du PSG. C'est tellement aléatoire que tu peux même pas savoir aujourd'hui si ils vont rentrer motivés, pas motivés. Est-ce qu'ils vont quelque part, je me demande si ces joueurs-là ont un peu d'honneur quelque part. Quand Lorenzo dit ouais, avec Skidator arrivé, il reste 3 semaines avant. Je pense qu'ils n'en sont même pas là. Ils en sont même plus dans cette. Ils sont même pas dans cette cette équipe. Elle est même pas dans cette réflexion-là. On sent qu'il y a dans tout ce qu'on entend autour, c'est qu'il y a une vraie fracture dans le vestiaire. On parlait de Strasbourg tout à l'heure. Je pense qu'il se passe des choses bien plus dégueulasses et voilà. Dans le vestiaire parisien, quand on entend Mbappé qui dit maintenant il faut aller bien manger et bien dormir, c'est pas pour rien. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai entendu hier que que Marquinhos, serait blessé, avait fini sur une jambe hier. Que voilà, est-ce qu'il va faire jouer? Franchement, ce match-là, j'en attends pas grand-chose. J'en attends pas grand-chose. Et il y a une chose que je faisais la réflexion avant l'émission, je me dis, mais finalement, on est fin février, on est mi-février, mais avec la Coupe du Monde, on a une part de repère quelque part sur ce championnat, c'est qu'on n'est qu'à la 24e journée. C'est que d'habitude, fin février, il reste 10, 12 journées à tout casser. Mais là, il en reste encore 14, quoi, quand même, des journées, ce qu'on doit être, 24 de mémoire si on a terminé là. Donc, il n'y a rien sur ce match-là. Tu le perds. Tu ramènes un point, tant mieux, tu gagnes, on recollera certainement plus aux autres. Et en plus, quand tu regardes le calendrier de la journée de ce week-end, ceux qui sont devant, il n'y a pas de match entre eux, il n'y a pas de points quelque part à prendre. Au pire, on pourrait se faire raccrocher par Nice. Au pire, quoi. Mais il reste tellement de points derrière que ce match-là, pour moi, peu d'importance. Je ne voudrais pas, par contre, être raccroché par Nice, vu les 2 matchs qui nous ont un peu, entre guillemets, volés. Non, mais, voilà. Mais pour moi, non. Paris, je ne sais pas. Sincèrement, aujourd'hui, je ne sais même pas ce que vaut cette équipe. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Alors, sur les réseaux sociaux, les questions sont identiques. Hein. Patrice, ils ont des blessés à Paris, mais ils voudront se refaire après la défaite d'hier. D'accord avec Lorenzo. José, j'aurais préféré l'absence d'Mbappé. Capenoul, il faudra que le PSG, il faudra tenir plus de 7 secondes, pardon, référence au but d'entrée que nous avait mis, j'allais dire le PSG, j'ai presque failli dire Christophe Galtier, parce que c'est une tactique à la fois surprenante tant dans sa décision que dans son action, et surtout le fait que ça a fonctionné. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé pendant ces 7 secondes dans un match Lille contre le PSG. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Galtier donc réussira à les motiver pour nous battre comme à l'aller. Galtier nous avait battu à Lille 4-0 et on gagne à Nice cette année. Pareil, il faut se venger. Donc c'est José qui faisait référence au match de Nice l'année dernière. Et donc il espère qu'on pourra se venger et battre Paris au Parc des Princes. Christophe, est-ce que tu es du même avis? Comment tu vois ce match? Est-il bien positionné? Est-ce que c'est une opportunité pour le LOSC de prendre Paris dans un moment difficile à la sortie de la Coupe d'Europe, ou au contraire c'est finalement une mauvaise idée parce qu'ils vont vouloir se venger et on pourrait en subir les frais? Se venger, je ne crois pas que ce soit le mot. Je suis plutôt d'accord avec Patrice. Je pense que le match, il est plus capital pour Paris que pour Lille. Nous, de toute façon, on est une équipe cyclique. Un coup en haut, un coup en bas. Enfin, voilà, j'attends pas grand-chose de Lille dans ce match. Mais par contre, pour Paris, c'est un match tellement capital. Ils peuvent pas se permettre de perdre. Ils jouent derrière Marseille. Ils vont enchaîner avec leur match retour de Ligue des Champions. Moi, je serais eux quand même. Je ferai attention à ce qui va se passer ce week-end. D'ailleurs, je mettrai quelques joueurs au repos parce que c'est quand même dangereux de refaire faire un deuxième match à Mbappé, un deuxième match à Kipembe. Je pense que s'ils jouent qu'une mi-temps tous les deux, moi, ça me va bien. Et je pense que ce serait prudent pour Paris. Il faut pas gâcher toute la saison.
Donc voilà, puis je pense que Marquinhos, effectivement, il a une douleur sur un tacle. Il fait un tacle glissé et on le voit quand il se relève, il a une douleur à la cuisse derrière. Donc il faudra peut-être le mettre au repos aussi, donc ça en fait déjà 3 de moins. On cherche encore un peu, on va gratter, on va leur en enlever 2 ou 3 et puis ce sera bien. Et là, on a toutes nos chances. Non, sincèrement, je pense que dans notre forme actuelle, on a moyen de rivaliser avec cette équipe de Paris qui est pas à 100%. On n'était pas à 100% au match aller, on a vu le résultat, donc je pense pas qu'on gagne 7-1, c'était ça. Hein, donc, mais voilà, je pense qu'on a moyen de les embêter. On a moyen de faire une belle prestation. On a un gardien qui est haut niveau, parce que qui était le gardien au match aller? Je pense pas que c'était Chevalier. Je Non, pense non. que ça joue la différence aussi. Elle est là aussi la différence. Quand on voit le match d'hier, effectivement, il fait un bel arrêt. Leur La gardien. défense, on jouait avec Conte Alexandro Et contre oui, Piqué. et oui, il y a un gardien qui n'était pas un gardien. Et désolé Lorenzo hier, mais le but d'hier, il est un petit peu italien quand même, parce que je pense pas qu'il soit au top de sa forme sur la petite frappe de Coman. Donc, sincèrement, je pense qu'on a vraiment nos chances. C'est pour moi, pour Lille, le moment de les prendre. Comme Lens les a pris à un moment donné où ça allait pas très bien pour Paris, ils étaient en pleine forme. Nous, on est plutôt dans une bonne forme, et je pense que Paris est pas bien du tout. On l'a encore vu hier, où on a vu une petite équipe. On avait l'impression d'avoir le petit du championnat qui jouait contre le gros hier. Donc, j'espère que ça va continuer encore ce week-end. Alors, sur les réseaux sociaux, on continue à évoquer les blessés de Paris. Patrice qui nous dit Hakimi est blessé également. François Ouais. S qui précise que Neymar serait incertain parce qu'il se serait fêlé les tympans parce que la sono de ses soirées privées était réglée trop forte. Donc, ça reste sujet à caution, mais on peut faire confiance aux sources de François S. Et Capenoul qui précise qu'il y aura 1000 supporters lillois pour pousser nos joueurs. C'est vrai que le COP lillois sera plein. Les sections de supporters se sont organisées pour être Je confirme. présentes au Parc des Princes. Donc, il y aura... Heureusement qu'ils n'ont pas mis les places parce que tu m'expliquais, François ne pouvait pas le faire en championnat parce que les supporters du Bayern, ils ont protesté. Ils ont payé 70 balles et ils ont dit c'est impossible de faire un Mais déplacement. le prix des places pour les déplacements en France est encadré. C'est 10 Oui. euros, point barre. Et c'est pour tous les matchs. Ce n'était pas le cas avant parce qu'au Parc des Princes, on payait 35 ou 45 Ouais, euros alors, les places en parkage. ouais, sauf C'est que ça, vraiment bien parce que sinon, eux, ils abusent avec les prix. Hein. non, ce qui a été fait, c'est qu'effectivement, ça fait quelques années que c'est à 10 euros. Les supporters lillois, dont l'association dont je fais partie, on a boycotté très longtemps le parc parce que c'est le seul club qui faisait pas à 10 euros, mais qui faisait son tarif, quitte à payer l'amende. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à, depuis 3 ans, 4 ans de mémoire, c'est effectivement 10 euros la place. Et c'est pour ça aussi que les parcages maintenant à Paris sont à nouveau pleins par rapport à d'autres années. Et pour rappel, en Coupe d'Europe, tu parlais du cas du Bayern de Munich qui se plaignait des tarifs en parquage à 70 euros, voire plus. En Coupe d'Europe, il n'y a pas de Il n'y a pas de réglementation. limite, non. Il n'y a pas de limite. À Chelsea, on avait payé, pas tout à fait, parce que le LOSC avait pris une partie du billet en charge, mais le prix des billets en parquage visiteur était à 75 livres, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il Donc, était à 80 euros. c'est ça, 80 euros, Et 75 livres. on a vu une participation devait être à 50 euros sur les Ouais, 45 ou 50, je ne Ouais, sais c'est plus ça. combien, Moi, je combien l'avais on avait géré, payé. j'avais géré le déplacement sur les DDH et effectivement, on est dans ces zones. Voilà, alors on se détourne un peu de la conversation. Je voulais vous poser une question pour faire un deuxième tour de table contre Paris, même si ce n'est pas le même Paris qu'au match aller. On a un Paris qui sera beaucoup moins homogène, parce qu'au match aller, on a eu le droit à un Paris où tout le monde attaquait, tout le monde défendait. C'était une des premières fois, voire même une des seules fois qu'on voyait des gens comme Neymar qui défendaient en premier rideau sur les joueurs adverses. Comment il faut y aller à Paris? Est-ce qu'il faut y aller à la Fonseca, c'est-à-dire ne pas renier ses valeurs de jeu, ou est-ce qu'il faut être un peu plus prudent et changer un peu l'équipe? Comment vous voyez les choses? Je veux bien commencer si tu veux, ouais. Mais je pense que Fonseca ne changera pas de toute façon, et il n'a pas à changer. On a un système qui fonctionne, on a des choses qui sont en place. Alors, tu parlais du premier rideau de Neymar, j'ai trouvé ça ridicule hier. Il est tout seul à courir sur des courses de 30-35 mètres, tout seul à faire le pressing. Ça ne rime à rien. Quand le LOSC le fait cette année, quand on sort les ballons, on le fait intelligemment. J'espère que ça continuera comme ça et j'espère qu'on va jouer notre jeu.
De toute façon, on ne sait pas faire 5 derrière et monter les latéraux. On n'a plus de latéraux de toute façon, donc on ne peut pas faire autrement que jouer notre jeu. Il faut y aller à fond. Et on a des joueurs de talent à Lille. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette équipe. Si on y va en ayant peur, ça ne sert à rien. On ne se déplace pas et on annule les bus. Hein. Alors, Patrice, tu es d'accord? Ah, complètement. Alors, au match aller, on avait reproché justement à Fonseca d'avoir joué normalement et d'avoir pris 7, parce que tout le monde lui avait reproché, mais c'était juste le début, hein, c'était la 2e ou 3e journée, si je suis plus en tête, mais c'est dans ces eaux-là. Faut quand même voir une chose avec Paris cette année. Ceux qui ont battu Paris, ceux qui les ont accrochés, même s'ils n'ont pas gagné ou fait juste des matchs nuls et quoi que ce soit, c'est des équipes qui ont joué normalement. Voilà. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en danger, entre guillemets, dans le championnat de France, parce que plus personne en a vraiment peur. Les équipes, elles y vont en se disant, bah écoute, j'ai ma chance, je joue normalement, je joue mon jeu, je ne mets pas le bus, parce que je sais très bien qu'avec ces joueurs-là, si tu mets le bus à Messi ou quoi que ce soit dans un mouchoir de poche, il peut te faire un exploit à tout moment. Donc, bah, je vais jouer mon jeu. Et ils n'aiment pas. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup moins respectés ou ils ont beaucoup moins l'impression, pour moi, le PSG aujourd'hui, de faire peur. Il n'y a aucune équipe française ou très peu d'équipes françaises qui vont au parc ou qui reçoivent le PSG en disant j'ai peur de cette équipe-là. Et ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Et ils sont en danger dans le championnat à cause de ça aujourd'hui. Même Il y a Toulouse, moins de dans crainte. un bon match, il y a 2 semaines. Hein. Mais complètement. Mais avant, il faisait plus peur aussi. Quand tu avais des Ibra, quand tu avais des Thiago Silva, etc., etc. Je suis désolé, hein, mais alors, ouais, ils ont des stars, ils ont ce qu'il y a, mais il n'y avait pas la même mentalité, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Moi, je me souviens d'avoir vu Ibra au stade Pierre-Mauroy, même dans la tribune, le gars, il faisait presque peur, quoi. Mais sans rire, quoi. Moi, je me souviens quand il est arrivé la première fois, il est sifflé et il met un but à Landreau au bout d'une minute. C'était Landreau de mémoire dans les buts. Et il a regardé tout le monde en disant c'est bon, maintenant vous arrêtez de me siffler. Voilà, le gars, il y avait du respect. Même nous, on avait plus de respect pour eux qu'on en a presque aujourd'hui. Il n'y avait que Mavouba qui ne le respectait pas. Hein, Ah bah Mavouba l'a mis par terre, mais c'est la même année au match retour. Donc, des avis aussi sur les réseaux sociaux, toujours. Patrice qui nous dit comment il faut y aller à Paris, est-ce qu'il faut y aller en bus? Alors, je suis tenté de dire, il n'y a plus de place. Nous non, mais en tout cas, les supporters, ils vont aller en bus, effectivement. Par contre, au niveau du jeu, il vaut mieux ne pas le mettre sur le terrain. Déjà quelques pronostics, commencez à réfléchir à vos pronostics, on va faire un petit tour de table pour clôturer cette émission là-dessus. Lorenzo, est-ce que tu as un avis sur est-ce qu'il faut y aller à la Fonseca sans renier ses principes de jeu au risque de s'en prendre une comme au match aller, ou est-ce qu'il faut être plus prudent et changer quelque chose, s'adapter finalement à l'équipe adverse? Bah, je dirais quand même qu'il faut aller avec le style Fonseca. Cette fois-là, oui, parce que derrière, je le vois un peu vulnérable. Ramos, il fait un bon match hier contre le Bayern, mais sinon, en Ligue 1, il a toujours été en difficulté. Et donc, avec la vitesse avec laquelle on s'échange la balle, je pense qu'on est vraiment une équipe qu'offensivement, il peut faire peur à toutes les équipes de Ligue 1. Donc, voilà, oui. Mais savoir aussi gérer les moments du match. Voilà, donc il y a des moments où toi, tu es contre le PSG, bah, c'est sûr et certain que tu vas défendre. Même le Bayern, hier, pour 10 minutes, ils l'ont fait. Les dernières 10 minutes, ils ont que défendu. Donc voilà, il faut un peu essayer de, je dirais, gérer les moments du match. Ce n'est pas facile, c'est le PSG. Mais je suis sûr et certain que si on commence bien le match, on commence même à marquer un but pour le premier, et on peut vraiment un peu choisir ces moments de match où attaquer, essayer à faire mal et sinon défendre. Voilà. Ça dépend aussi du schéma que Fonseca va choisir. Parce que c'est vrai que Weah, il a fait 2 bons matchs comme arrière gauche. Mais à un moment donné, je ne sais pas qui va jouer là du PSG côté droit, mais peut-être ça va être un mismatch au niveau défensif. Donc, je choisirai peut-être autre chose. Mais ça, c'est. Voilà. On a un entraîneur pour ça. Il a montré qu'il est quand même capable de prendre des décisions et pourquoi pas aussi de changer d'avis quand il comprend qu'il fait des erreurs. Donc, voilà, j'attends. C'est un peu un match clé aussi pour Fonseca parce que c'est vraiment le match où c'est vrai que si on perd, c'est pas si grave que ça. Mais si on le gagne, on commence vraiment à dire mais pourquoi pas.
on peut essayer d'arriver quatrième ou regarder le podium pas trop loin, etc. Si on le perd, on continue à dire voilà, c'est entre une saison ratée parce qu'on n'arrive pas à l'Europe et la possibilité de jouer la fabuleuse que vous n'aimez pas, hein, je dis en général, UEFA Conference League, que moi j'attends si grand. Voilà. Non, mais je rigole. Ça, c'est vraiment masqué. Ouais. J'ai un grand respect pour l'UEFA Conference League. Non, c'est notre si on doit la jouer, pour moi, c'est une Coupe d'Europe et on la jouera. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Bah, quand on voit les demi-finales ou les quarts de finale l'année dernière de Conférence League, elles étaient plus costauds que la demi d'Europa League. Hein, donc, Ah ouais, c'est vrai. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Lorenzo, notamment sur le poste de Weah, qui pourrait être en difficulté sur ce match. Effectivement, si tu mets l'équipe de Paris au milieu de sa forme et avec tous les joueurs, il y a un risque parce que c'est vraiment pas un défenseur. Par contre, avec le Messi actuel et le Hakimi qui est sans doute blessé, je le vois pas plus en difficulté que sur un match comme à Rennes ou comme le dernier match à Lyon, par exemple, ou celui enfin pas Strasbourg, parce que c'était vraiment faiblard, mais voilà, je le sens pas plus en difficulté sur un match comme celui-là. Avec un joueur comme Hakimi, oui. Sans Hakimi, c'est plus tout à fait la même chose sur ce côté-là. Et puis je trouve que Timothy Weah, il s'améliore quand même de match en match. Alors, peut-être pas Défensivement, suffisamment pour faire face au PSG en pleine forme, mais défensivement, il commence à prendre ses marques, à prendre ses réflexes, et c'est plus seulement un piston comme on pouvait le croire au début. Avec un Diallo en plus qui va vite et qui arrive à couvrir aussi un petit peu son côté. Donc ça fonctionne plutôt bien sur ce côté gauche. le seul risque, juste pour finir, le seul risque en défense, c'est je pense que Fonte jouera, c'est ce que disait Lorenzo depuis le début par rapport à Euro. Le seul risque, c'est la lenteur de Fonte aujourd'hui. Si Mbappé est sur le terrain, je pense que ça peut être compliqué, un peu à la star de ce qui s'est passé un peu au match aller, quoi. Parce que il est toujours un peu à la traîne, entre guillemets, derrière. Et ça va tellement vite, on l'a vu hier soir, quoi. Ça va tellement vite et ça joue. Nuno Mendes, c'est pareil, étant quand même lui en forme aussi. Donc, ouais, ça risque. Le danger peut venir de là, je pense. Mais je ne suis pas persuadé qu'Mbappé fasse tout le match non plus. Par contre, si André Gomes il sort un match comme contre Rennes, je pense qu'il est disponible, lui, non? Il n'est pas blessé. Non, je ne dis pas bêtise. Non, il est là. Il est là. Je pense qu'il était économisé pour ce match, d'ailleurs. Au niveau du milieu, vu le manque de milieu qu'il y a le PSG, avec tout ce problème-là, avec Barcelone qui n'est pas le joueur qui était à Valence et tout ça, c'est vraiment, s'il y a André Gomes pour gérer, comme je disais avant, ces moments du match, là, ça va être vraiment... On change vraiment la mentalité ou l'attitude qu'on va avoir. Et s'il y a un joueur lillois qui méritait d'être sur la pelouse pour le match d'hier soir à Paris, c'est André Gomez. André Gomez au niveau, il est bien meilleur que les 3 ou 4 milieux de terrain qu'il y avait sur le terrain, enfin pour l'équipe de Paris hier. En termes de talent. On aura la réponse dimanche, mais effectivement, il part avec de grandes chances d'être sur le terrain dimanche à 13h. Alors, il est 21h40, donc on va pouvoir bientôt rendre l'antenne en terminant par la série des pronostics. Alors, j'ai quelques déjà pronostics sur les réseaux sociaux qui sont plutôt positifs, hein, donc on verra. On était très optimistes la semaine dernière pour la Coupe de France, donc j'espère qu'on n'aura pas la même déception la semaine prochaine. Alors, ça commence par Phébus qui nous voit gagner 2-0 contre Paris ou 1-3. On a Patrice qui nous parle d'un score de 3-4 pour le LOSC. Débute. C'est le Fonseca Game qui fonctionne à plein temps. Capenoul qui fait référence à la lointaine histoire 4-5 comme en 83 et 84. Et avec un 5e but du jeune Lillois. Donc, je ne sais pas à qui il fait référence. Quels sont vos pronostics pour ce match? Est-ce que vous voyez une victoire lilloise ou est-ce que vous craignez une défaite ou vous espérez que finalement un match nul qui serait satisfaisant pour le LOSC? Lorenzo. Pour moi, le LOSC gagne 2-1 à but de Cavella et un but de Joe David. En plus, David qui marque au parc, ça me rappelle des années où on a quand même gagné le titre. Je me rappelle sur 1-0, franchement incroyable ces années-là. Et donc, voilà, je pense que oui, on peut gagner 2-1 au parc. Patrice, mouille-toi. Alors, quelque chose qui nous arrive assez rarement quand même, c'est des matchs nuls.
Je crois qu'on C'est en a vrai. eu. C'est vrai. C'est très très rare. Soit on gagne, soit on perd. C'est assez comme ça. Moi, c'est schématique. Mais je pense qu'un nul, ouais, un petit 1-1 serait bien. Christophe, hein. Jonathan David d'un Ah oui, les côté. buts, pardon. Jonathan David d'un côté et Fonte contre son camp sur le deuxième. Christophe, est-ce que tu veux rajouter à ton pronostic? Alors, je vais dire 2-2 comme à Lyon, parce que finalement, à Lyon, c'était pas si mal que ça, avec un but de Joe David, avec une frappe à ras de terre, parce que le gardien italien, il sait pas plonger, il sait pas se baisser, ce pauvre. Il est trop grand. Hein, il est trop grand. Un but de Zegrova, la même chose, mais du gauche à ras de terre. Et Non, puis ensuite, pour Paris, je m'en fous. Et je vais même vous donner mon top joueur pour la semaine prochaine. Ce sera Chevalier qui va tout arrêter. Et il va embêter notre ami Mbappé qui va faire qu'une mi-temps, qui va se reclaquer, le pauvre, mais qui va marquer. Alors, rigolez sur le pronostic de Christophe, mais je vous rappelle qu'il avait donné l'exact pronostic pour le match contre Strasbourg, hein. Donc, la loi des séries, vous connaissez, donc on peut partir Même les confiant. buts, non, les buts, non. Non, non, mais il y a même une année, j'ai donné victoire de Lille avec un but contre son camp de Palois. C'est vrai, Oh, c'est vrai. Ah oui. C'est un spécialiste, hein, ça ne s'apprend pas, c'est naturel, c'est inné. C'est inné, la science du pronostic. Donc, moi, alors, il y a Fabrice qui nous dit 2-1, but de Cabela Zegrova, un but de Wea au parc sera un beau symbole pour Capenoul. José David qui nous dit 1-2 pour le LOSC, David et Zegrova. Donc, des pronostics très optimistes. Moi, je vais vous donner mon pronostic, on va en prendre 5. J'y crois pas une seule seconde, hein. C'est parce que je suis toujours mal à l'aise devant cet élan d'optimisme et je pense qu'à un moment, il faut rajouter un peu de pessimisme pour conjurer le mauvais sort. C'est comme ça. Et moi, j'ai une petite question. C'est l'unique match que le LOSC va jouer avec ce maillot-là? Non. Non. Ah, Ah, moi, j'ai une autre idée. Je pense qu'il va être utilisé le 4 mars. pour le derby. Ok. Puisque Non, je voulais savoir parce qu'ils ont annoncé que demain, parce que dans le dos, il y a marqué, juste dans le dos, dans le col, il y a marqué Nous sommes le Nord. Et la victoire après le derby, c'était Nous sommes le Nord. Je pense qu'il sera utilisé effectivement début mars. Ok. Voilà, en matière de, Après, j'en sais rien de plus, mais je parierais bien là-dessus. en matière de maillot, on surnomme Patrice Jean-Michel Chuidevin. Donc, on pense qu'en tout cas, son analyse, enfin, son sentiment est très partagé. C'est un maillot événementiel. Et effectivement, il reste 2 matchs événements sur ce championnat contre 2 équipes qui ne jouent pas en blanc. Donc, ce sera certainement l'occasion de le sortir. Contre Marseille, ça va être un peu plus difficile parce qu'on est à domicile et normalement, à domicile, on joue en rouge, sauf s'il reste du stock à vendre à ce moment-là de la saison. Voilà, alors une dernière remarque de Capenoul qui nous en veut beaucoup. Christophe, c'est une question pour toi. Il demande si c'est notre amie niçoise qui est derrière toi sur la photo. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais citer la jeune artiste, c'est Marine Villet, qui a réalisé cette petite œuvre, La femme à l'ananas. et ben voilà, donc vous voyez, on peut même terminer une émission sur le football par une note artistique et un petit clin d'œil aux artistes. Donc merci pour cette référence. Il est temps de terminer cette émission, donc je voulais remercier tous les internautes qui nous avaient suivis nombreux ce soir. Je voulais m'excuser aussi d'avoir décalé finalement le bistrot à mercredi, hein. Je vous ai perdu dans vos habitudes. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu à cause de ça. On a eu un petit souci d'agenda. C'est vrai que je ne sais pas qui a le plus engendré une pénurie de piliers de bistrot. Est-ce que ce sont les vacances? Est-ce que c'était la Saint-Valentin ou est-ce que c'était le match du PSG? J'ai mon avis, en tout cas à titre personnel, on a une pression très forte du cercle familial pour aller fêter la Saint-Valentin et c'est pour ça que moi j'ai emmené mon épouse regarder le match PSG-Bayern pour fêter la Saint-Valentin, elle n'était pas très contente. Donc merci à tous les internautes qui étaient fidèles ce soir, merci pour vos réactions, merci pour votre confiance, n'hésitez pas à revoir l'émission si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker nos publications, à partager
partager et à vous abonner à nos différents médias. Juste un petit point aussi, le site Allélos qui est toujours en rade, là aussi, toutes nos excuses. On a un petit souci de transfert des données. On est en train de travailler là-dessus. Je sais que ça fait 15 jours que je vous le dis, mais bon, malheureusement, ce sont des soucis techniques qu'il faut régler et on n'a pas complètement la main. Donc, on y travaille tous les jours et on vous tiendra au courant en espérant que le site et le forum puissent revenir le plus rapidement possible. Merci à nos piliers de bistrot, merci à Christophe. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Et comme toujours, merci François, merci à tous. Merci à Patrice et son magnifique maillot. Merci beaucoup. Donc, tu le gardes pour Paris et pour le derby, hein, c'est ça? Non, mais après, ce sera peut-être contre Paris, mais je serai quand même très étonné. Est-ce que tu l'as floqué? Non, jamais. Non, jamais? Bon. Non. Et merci à Lorenzo. Toujours, alors je n'ai pas cité tout à l'heure Lorenzo hein, qui s'occupe du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram du même nom. Merci Lorenzo. Merci les gars, plaisir comme d'hab. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, un très bon match contre le Paris Saint-Germain. Pour clôturer cette émission, nous allons tous ensemble à 3 pousser notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, Allez, le le LOSC! LOSC. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.